Le cri des pierres. Chapitre 4. Futur guide suprême, que savez-vous de l'Or-Monde ? Demanda Siegfried à son jeune protégé. C'est le meilleur de notre savoir-faire. Seul le Reich est capable d'une telle performance, puisque nous sommes les seuls à maîtriser la technologie des machines organiques. Et que vous a-t-on enseigné à propos de ces mécanismes ? À la différence des mechas, les orgas sont le résultat de près de 200 ans de recherche au début du millénaire pour trouver une solution de remplacement de la main-d'œuvre sous-humanitaire du Nouvel Empire. Au temps des conquêtes, l'État primitif a entrepris d'automatiser tout l'appareil productif et s'est attaché à optimiser les performances des chantiers sélénites en les déployant massivement sur cet astre, répondit Ragnarok avec assurance, tout heureux d'avoir le souvenir exact de la formulation de cette réponse telle qu'elle est inscrite dans ses livres de cours. Siegfried Vedda observa attentivement Ragnarok, mesurant la portée de sa réponse. C'est une réponse exacte, mais incomplète, Ragnarok, dit-il d'une voix calme, gardant les mains croisées derrière le dos et son regard fixé sur le jeune héritier. L'Or-Monde est bien plus qu'une prouesse industrielle. C'est un symbole de notre puissance, mais également un monde de mystères et de secrets insondables. Ces mots semblaient flotter dans la cabine, laissant un écho de gravité. Pendant mon apprentissage, j'ai étudié tout ce que nos livres enseignent à ce sujet. Qu'y a-t-il de si mystérieux à propos de l'Or-Monde que je ne sais pas encore ? Vous verrez par vous-même, jeune prince. Les livres ne peuvent exposer que la théorie scientifique. Tout comme la science ne se suffit pas à elle-même pour expliquer toute la connaissance, la pratique est indispensable à l'assimilation de la théorie. Et le comment n'a aucun sens si l'on ne comprend pas le pourquoi. Votre voyage vers l'Or-Monde ne sera pas seulement un parcours sélénographique, mais également un voyage de découverte expérimentale et de vérité, répondit-il, sa voix empreinte d'une énigmatique assurance. C'est sur ces mots que s'ouvrirent les portes de l'ascenseur qui les menait au sas d'embarquement de la navette impériale. Après l'avoir tant observé avec fascination pendant les nuits d'insomnie de son enfance, Ragnarok allait enfin poser le pied sur la Lune, surnommée l'Or-Monde par l'administration du Reich. Un terme choisi pour souligner le caractère interdit de ce satellite à tout citoyen de l'Empire. Seuls quelques hauts fonctionnaires avaient le privilège de s'y rendre, et même pour eux, l'accès était strictement limité. De ce fait, tout comme la quasi-unanimité de ses contemporains, jusqu'ici, jamais Ragnarok ne s'était retrouvé en présence physique d'un orga. Au XXe siècle, le seul satellite naturel terrien était devenu un gigantesque complexe d'exploitation minière, la source principale de matières premières pour l'économie industrielle de l'État. Exploité par un ensemble incommensurable de machines automatisées, manœuvrées à leur tour par des machines organiques, l'Or-Monde était un théâtre de l'efficacité industrielle intégralement supervisé depuis la Terre. Aucun humain n'était présent, sauf pour des missions hautement réglementées. Alors que depuis des siècles, aucun visiteur n'avait foulé le sol lunaire, Ragnarok Hitler, accompagné de Siegfried Vedda, l'unique administrateur des habilitations pour ce monde du dehors, s'apprêtait à réaliser son premier vol vers l'astre nocturne. Siegfried, le visage éclairé par les panneaux de commande aux lueurs bleutées, ajustait les paramètres de son interface neurale. Ses mains expertes dansaient sur les commandes tactiles, un ballet de précision et de maîtrise. Ragnarok observait, silencieux. L'éclat d'admiration dans ses yeux trahissait son émerveillement.
C'est à peine si le cœur du vaisseau, un réacteur à fusion froide, était perceptible depuis leur cabine de pilotage, tellement le carénage du système de propulsion était performant. En perception, cette phase de décollage équivalait à peine à la vibration d'une notification silencieuse sur un terminal individuel haptique de communication. Bien évidemment, seule la flotte impériale était équipée d'un tel agrément de navigation. Tout autre vol hypersonique, qu'il soit atmosphérique ou spatial, impliquait des accélérations et des freinages que ne manquaient pas de ressentir significativement personnels navigants et passagers. Alors que le vaisseau s'élevait dans l'atmosphère terrestre, Septentrion, la mégalopole d'où ils avaient décollé, se rétrécissait, se transformant en une mosaïque de lumière scintillante. Le ciel nocturne s'ouvrait à eux, un vaste océan d'obscurité parsemé d'étoiles. Dans le silence de l'espace, le cockpit de l'engin était baigné d'une lumière douce, révélant un intérieur où se mêlaient fonctionnalité et esthétique. Des écrans holographiques flottaient dans l'habitacle, affichant des données en temps réel, tandis que l'assistant quantique de bord attendait, prêt à traduire en action la moindre pensée de son pilote humain. Moins de 3 heures passèrent avant que l'esquisse d'Arbeiterstadt, la plus conséquente des zones d'exploitation de leur monde, ne se dessinât sous leurs yeux à sa surface. Le dôme d'un immense entrepôt s'ouvrit alors pour que la navette impériale puisse effectuer son alunissage. Bien qu'il n'y eût pas d'autre âme vivante sur le quai, l'endroit ressemblait néanmoins à une immense gare. Ce vaste emplacement était une zone de fret. L'endroit grouillait d'activité. Une multitude de couloirs aériens philo-guidés reliaient plusieurs étages de la plateforme. Des milliers de wagons-conteneurs transitaient dans ce qui paraissait comme un schéma neuronal, tellement les interconnexions et le trafic étaient denses. Au contact du sol, le dernier niveau positif de la surface, la navette venait enfin de signifier à ses occupants la fin de leur voyage. Il est absolument primordial que vous respectiez à la lettre le protocole que nous avons établi pour cette visite. Avez-vous bien retenu toutes les consignes quant à la posture à tenir en ces lieux, Altesse ? Demanda Siegfried, tandis qu'il finissait d'inspecter les ajustements de la combinaison lunaire que venait de revêtir son jeune compagnon pour leur première sortie dans cette exosphère. « Affirmatif », répondit Ragnarok avec une excitation empreinte d'impatience. Les intelligences artificielles des organiques leur font se prendre pour d'authentiques individus. Nous devons être en résonance avec ce postulat pour ne pas dégrader leur performance, insista Siegfried. Vous voulez dire que leur niveau de raisonnement leur fait se prendre pour des humains ? S'étonna le jeune homme. L'ironie du sort fait que la machine ultime ne sait pas elle-même qu'elle n'est qu'une machine. Et pour qui n'en a pas été avisé, c'est à s'y méprendre, même si leur humanité est significativement dégradée, acquiesça l'ancien. En raison des restrictions impériales, aucun protocole d'accueil n'attendait nos arrivants. Pour la première fois de sa vie, Ragnarok dut réaliser seul l'intégralité du déchargement des instruments nécessaires à leur expédition. Contrairement à ses habitudes terrestres, aucun servant ne se mettrait ici à subvenir à ses moindres besoins domestiques, puisque personne d'autre qu'eux n'était présent. Il n'était pas non plus question de dérouter les programmes d'une quelconque machine à leur usage personnel, puisque leur visite ne figurait sur aucun registre officiel. Ce fut là son premier choc culturel. Mais il ne savait pas encore que cette sensation toute nouvelle, composée d'un parfait équilibre d'humiliation égotique et d'autonomie fonctionnelle, ne constituerait même pas l'équivalent de l'épiderme d'un épiphénomène en regard de ce qui lui restait à ressentir durant ce voyage initiatique. Sous la direction experte de Siegfried, Ragnarok observait avec fascination la transformation du petit aéronef en biplace. Le drone convoyeur, prévu initialement pour fonctionner sans pilote,
était à présent en train d'être modifié pour accueillir 2 passagers et être piloté manuellement depuis leur siège improvisé. Voyez-vous, Ragnarok, même les technologies les plus automatisées peuvent être détournées pour servir de nouveaux besoins, expliqua Siegfried en ajustant les circuits internes du drone. La destruction créatrice n'est pas le seul vecteur du changement. Avant l'Empire, et encore de nos jours, en dehors de celui-ci, dans les contrées païennes, la capacité à savoir transformer l'existant peut s'avérer stratégique. Nous devons simplement comprendre le fonctionnement et le modifier en conséquence. Ragnarok observait attentivement chaque geste de son mentor, absorbant chaque détail du processus de transformation. Il comprenait à présent le poids de chacune des caisses d'outillage qu'il a dû décharger lui-même, ainsi que l'importance de cette étape, réalisant que leur exploration de l'hors-monde dépendait en grande partie de ce moyen de transport. « Comment allons-nous piloter cet engin » demanda Ragnarok, désireux de s'approprier les tenants et les aboutissants de cette machine inédite. Siegfried sourit, satisfait de la curiosité de son protégé. « Nous allons reconfigurer les commandes pour qu'elles répondent à nos mouvements manuels, répondit-il. Pendant que Siegfried continuait à travailler sur les modifications techniques, Ragnarok l'aidait en apportant les outils nécessaires qu'il enveloppait soigneusement de tout son soutien moral. Ensemble, ils formaient une équipe efficace, complémentaires dans leurs compétences et leur détermination à réussir. Après plusieurs heures de travail, le véhicule était enfin prêt pour leur mission. Ragnarok et Siegfried s'installèrent dans l'habitacle, ajustant les ceintures de sécurité et vérifiant une dernière fois les systèmes. « Prêt pour l'aventure, Ragnarok » demanda Siegfried avec un reflet de satisfaction dans les yeux à travers sa visière. Ragnarok leva un pouce d'approbation. « Prêt plus que jamais, commandant pilote, répondit-il. Allons explorer cette immense base et découvrir ses mystères cachés. Dans le léger bourdonnement des pales de ses 6 hélices, l'aéronef décolla du sol lunaire, s'élevant sans résistance à une dizaine de mètres au-dessus du stand de garage où il avait été reconfiguré. Bien arrimé au baquet lui servant de siège, Ragnarok regarda tout autour de lui, émerveillé par la vue panoramique spectaculaire que l'envol de leur ULM leur offrait. « Voici le parcours que nous allons suivre » commença Siegfried à travers la liaison radio du casque de leur combinaison lunaire. « L'entrepôt où nous nous sommes posés est le hub d'acheminement de l'ensemble des ressources produites ici. Il jouxte le centre d'expédition de toutes ces matières premières sur Terre. Notez bien qu'aucun intrant n'est transformé ici. » Pourquoi cela s'étonna Ragnarok. Ne serait-il pas mieux d'utiliser sur place les éléments nécessaires à l'exploitation des mines ? C'est une question capitale, mon prince. Je me réjouis qu'elle vous interpelle aussi spontanément. Je m'engage à vous l'expliquer, mais seulement à la fin de notre visite, si vous ne l'avez pas compris par vous-même. Je ne manquerai pas de vous rappeler à cet engagement, ironisa Ragnarok. Je suis curieux de connaître comment un tel choix, qui est contre tous les principes d'optimisation de processus, a-t-il pu être fait. Je préférais votre première formulation. N'oubliez pas que c'est toujours le pourquoi qui dirige le comment. Tout raisonnement différent écarte inexorablement du but initial à atteindre. Voici donc le parcours que nous allons suivre, reprit Siegfried. Tout d'abord, nous survolerons l'entrepôt central. Ensuite, nous irons au centre de stockage et de maintenance des véhicules, continua Siegfried. C'est là que sont entreposés pour expédition à l'entretien tous les engins mécaniques utilisés dans le complexe. Des drones de transport aux engins de forage en passant par tous les éléments des différentes lignes spécialisées de production. Après cela, nous nous rendrons à une zone d'extraction, enchaîna Siegfried. Vous verrez de près les opérations d'extraction des ressources minières lunaires et en apprendrez davantage sur les défis auxquels sont confrontés nos outils de travail organique.
Enfin, conclut Siegfried, nous terminerons notre visite en explorant les quartiers des travailleurs, où résident les orgas du complexe pendant leur rotation de travail. Siegfried énonçait le programme de leur visite avec assurance. Il semblait connaître chaque recoin de cet endroit. Ragnarok hochait la tête en signe de bonne réception de ces informations. Les explications de Siegfried étaient claires et concises, permettant à Ragnarok de visualiser chaque étape de leur visite. Chaque destination semblait plus passionnante que la précédente, et il était impatient de se plonger dans cette expérience d'apprentissage unique. Il se sentait de plus en plus excité à l'idée d'explorer ce monde industriel méconnu. L'aéronef lévitait lentement au-dessus de l'immensité de l'entrepôt central, dévoilant à Ragnarok un spectacle impressionnant. Aux côtés de Siegfried, il observait avec émerveillement chaque détail de ce gigantesque complexe, tandis que son mentor lui fournissait des explications détaillées sur le fonctionnement de chaque secteur clé. « Observez attentivement », indiqua Siegfried d'une voix posée. « C'est ici que toutes les ressources lunaires fraîchement extraites sont déchargées de chacune de leurs plateformes de destination respectives avant d'être expédiées selon la demande terrienne en matériaux. » Ragnarok observa les drones de transport s'activer, déchargeant leur cargaison avec une précision impressionnante. Il se rendit compte que chaque mouvement était soigneusement orchestré, sans aucune intervention humaine. Selon le parcours planifié par Siegfried, son casque à vision intégrée lui indiquait à présent la trajectoire tridimensionnelle à suivre pour atteindre 100 heures dans ce dédale de galeries aériennes, leur point d'étape suivant. Nous arrivons à présent à la zone de stockage, poursuivit Siegfried. C'est ici que sont entreposées toutes les machines en instance de devenir potentiellement défectueuses, selon les critères de maintenance prédictive. Rien ne tombe en panne dans leur monde. Le recyclage est devenu une séquence intégrante du cycle d'exploitation de toutes les machines non organiques. Chaque matériel est envoyé sur Terre, pour être soit réinitialisé avant d'être réexpédié, soit décomposé pour que ces éléments complètent de nouveaux systèmes. Le premier élément qui marqua la surprise de Ragnarok est que sur ce site de stockage, toutes les installations sont uniquement au niveau du sol. Ici, point de structure à étage. Les 10 mètres de l'altitude où planait leur véhicule leur permettaient aisément d'embrasser du regard l'ensemble des convois ferroviaires qui convergeaient ici, sous le décor du ciel lunaire. Chacune des lignes émanant des différentes zones minières aboutissait à cet immense parking à ciel ouvert. Sur les quais d'arrivée, un bras manipulateur fixé face à l'emplacement de chaque wagon déchargeait les matériels et les alignait selon leur état, à réinitialiser ou à déstructurer dans les files correspondantes entre chaque voie. Une fois les déchargements achevés, les fils se mettaient en mouvement par activation des tapis roulants qui constituaient leur plancher. Chacun de ces couloirs mobiles transportait leurs passagers jusqu'à la zone effective de parking. Là, les machines nouvellement arrivées étaient prises en charge par une noria de chariots automatiques autonomes qui les affectaient dans leur stand prédéfini de stockage. Chaque fois qu'un secteur était complété, le plateau qui le supportait s'abaissait sous le niveau du sol. D'autres engins d'évacuation qui s'y trouvaient le vidaient de tous ses occupants avant que le nouvel espace ainsi rendu disponible ne revienne prendre sa place en surface. Alors que le dernier plateau se rétractait dans le sol lunaire, Siegfried activait les commandes de l'aéronef, préparant leur départ vers la prochaine phase de leur périple. La machine, son bourdonnement maintenant familier à Ragnarok, s'élevait doucement, quittant la vaste zone des machines à la surface stérile de la Lune. Le jeune héritier sentait son cœur battre plus fort, anticipant ce qu'il allait découvrir. Les étendues grises lunaires se déroulaient comme un tapis inhospitalier, ponctué par des structures imposantes de l'exploitation minière. Le trajet était silencieux, mais l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Ragnarok regardait les paysages changer,
passant des installations ordonnées et méthodiques de la zone de stockage à des territoires de plus en plus sauvages et méconnaissables. Siegfried, d'un œil expert, surveillait les instruments de navigation guidant leur véhicule à travers ce labyrinthe de cratères et de ravines qui n'étaient inscrites sur aucune carte. « Nous approchons, murmurait-il, plus pour lui-même que pour son compagnon. » Peu à peu, l'horizon s'obscurcissait, non pas du fait du cycle naturel de la Lune, mais à cause des nuages de poussière soulevés par les activités d'extraction. C'était un monde différent qui s'offrait à eux, un monde où chaque grain de poussière semblait chargé de secrets et d'histoire. Ragnarok, observant ce spectacle, sentait l'adrénaline monter en lui, mêlée d'une curiosité insatiable et d'une pointe d'inquiétude. Qu'allait-il découvrir dans cette zone reculée, si essentielle à la puissance du Reich, mais si éloignée de l'image polie qu'on lui avait toujours montrée? Les derniers mètres avant d'atteindre la zone d'extraction semblaient interminables. Chaque seconde ajoutait à l'atmosphère de suspense. Chaque détail du paysage lunaire semblait préparer Ragnarok à une révélation qui pourrait bien redéfinir sa compréhension du monde et de son héritage. Arrivant à la zone d'extraction, l'atmosphère changeait radicalement. Le ciel lunaire, normalement un vide inerte ponctué d'étoiles, se voilait de poussière fine, témoin silencieux des activités souterraines intensives. Des structures massives et des convoyeurs chargés de minéraux formaient un paysage industriel presque brutaliste sous la lumière blafarde de la Lune. Siegfried, observant les réactions de Ragnarok, murmura « Sentez-vous cette lourdeur, Ragnarok ? Ce n'est pas seulement la gravité de la Lune. » Ragnarok répondit avec un frisson. « Il y a quelque chose de profondément troublant ici. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » Ce sont des émanations de la pressurisation de l'air des galeries souterraines. Au même titre que nous, les Orias que nous allons à présent rencontrer ont besoin d'air oxygéné pour que leurs organismes puissent fonctionner. C'est d'ailleurs de là que leur vient cette appellation. Nous pourrions, nous aussi, y retirer nos combinaisons, mais nous n'en ferons rien. Il est fondamental que la mémoire de ces unités de travail ne puisse identifier qui nous sommes. Et rappelez-vous également ce que je vous ai dit à notre arrivée. La machine ultime ne sait pas elle-même qu'elle n'est qu'une machine, répliqua Ragnarok, commençant à redouter la portée de ce qu'il ne considérait jusque-là que comme un simple paramètre d'interface de communication homme-machine, fût-elle organique. C'est la réalité que cachent nos plus grands exploits. Êtes-vous prêt à voir au-delà des apparences, à comprendre le vrai prix de notre prospérité, questionna Siegfried, sa voix pleine de sous-entendus. Je suis prêt, mais inquiet de ce que vous allez me montrer, admit Ragnarok, son ton trahissant une nervosité croissante. Siegfried posa une main sur l'épaule du jeune homme, guidant son regard vers l'entrée de la mine. Chaque vérité a ses ombres, Ragnarok. Les grandes responsabilités révèlent souvent des vérités inconfortables. Préparez-vous à être confronté non seulement à la dure réalité de notre empire, mais aussi à vos propres convictions. Au-delà du portail, la structure de la mine se révélait complexe et rigoureusement organisée. Les shafts principaux, axes verticaux du site, plongeaient profondément sous la surface lunaire, desservant de multiples niveaux de l'exploitation. Ces tunnels, équipés de systèmes de lévitation avancés, permettaient un accès rapide et silencieux à travers les entrailles de la Lune, où la richesse minérale était extraite. Siegfried menait Ragnarok à travers cet entrelac de galeries et de chambres d'excavation. « Voici le cœur de notre labeur lunaire, déclara-t-il. » Sa voix résonnait à présent différemment dans les combinaisons lunaires qui étaient maintenant reconfigurées pour capter l'air chaud et lourd ambiant que le système d'aérage diffusait dans toutes les zones d'accès et de travail. Alors qu'ils avançaient, des formes se détachaient dans la pénombre. Des silhouettes humaines, émaciées, courbées sous le poids de leurs tâches. Ragnarok,
habitué à la grandeur distante des machines de l'Empire, était stupéfait. Ce sont des machines organiques, mais elles semblent si humaines. En effet, en apparence et en comportement, c'est ce qu'elles montrent, répondait Siegfried, scrutant attentivement la réaction du jeune prince. Les machines, comme les appelait encore candidement Ragnarok, travaillaient avec une dextérité qui trahissait une triste vérité. Leurs mouvements étaient fluides, presque naturels, mais chaque geste semblait tiré d'un grand effort. Chaque pose, une quête douloureuse de repos. Les conditions dans lesquelles ces opérateurs accomplissaient leurs tâches étaient loin des idéaux proclamés par le Reich. Ici, la réalité était brute, les corps usés par un labeur incessant. Pourquoi semble-t-il si épuisé ? Cette technologie n'est-elle pas censée être optimale ? Questionna Ragnarok, une pointe de doute perçant le voile de son éducation. Siegfried, choisissant ses mots avec soin, commençait à tisser le fil de la révélation. La performance a souvent un coût, Ragnarok. Leurs corps sont à l'image de notre ambition, poussés au-delà des limites naturelles pour un profit que nous jugeons supérieur. Ce que vous percevez comme de la fatigue est le témoignage d'une existence à la frontière de la technologie et de l'éthique. Le jeune héritier regardait autour de lui, absorbant la portée des mots de son mentor. Le labeur des machines organiques n'était pas juste un exploit technique, mais un miroir de la société qu'il bâtissait. Dans ce reflet, Ragnarok commençait à discerner les contours d'une réalité beaucoup plus complexe et troublante que tout ce qu'il avait pu imaginer. Alors qu'ils avançaient dans l'ombre oppressante de la mine, le chemin de Ragnarok et Siegfried se faisait de plus en plus lourd sous le poids de la poussière suspendue. Ragnarok, ébranlé par la misère qu'il percevait, sentait son esprit tourmenté par le contraste frappant entre le génie technologique proclamé et l'exploitation brutale des opérateurs organiques. Devant eux, sur le linteau d'une galerie isolée, Ragnarok crut distinguer une inscription qui dénotait des autres panneaux d'indication des voies souterraines. Il s'approcha pour mieux voir, mais il ne parvenait toujours pas à lire ce qui avait tout l'air d'être une gravure manuscrite. Siegfried, qui poursuivait sa progression 3 pas devant lui, n'avait pas remarqué l'arrêt qu'avait marqué son compagnon. Pour mieux voir, le jeune homme décida de rétracter la visière externe miroitante sans teint de son casque, découvrant ainsi la visière secondaire parfaitement transparente. Malgré cela, le faible éclairage des lieux l'obligea à activer la torche à visée haute intégrée à son équipement. Un frisson parcourut subitement l'échine de Ragnarok. Il s'arrêta net, fixant le graffiti qui venait de s'éclairer. Une figure humanoïde, les yeux grands ouverts, entourée de chaînes. Pris de panique, Ragnarok appela haletant son guide pour qu'il revienne sur ses pas. Le stress de la voix perçue dans la radio de Siegfried lui fit instinctivement dégainer l'arme de poing qui était jusqu'ici cachée dans le repli de la cape qu'il avait revêtue avant d'entrer dans la mine. Il accourut jusqu'à l'endroit où Ragnarok s'était figé. « Que signifie ceci ?» balbutia fébrilement Ragnarok. En percevant l'angoisse de son protégé, Siegfried rengaina son arme et releva à son tour sa visière externe pour lui dispenser un visage rassurant. Il tourna la tête pour regarder dans la direction de ce que pointait le doigt de Ragnarok. Comme pour l'entourer de tout son soutien, il posa ses 2 mains sur l'épaule du futur souverain. Siegfried prit une profonde inspiration et dit « Nous y sommes. C'est ici que, pour vous, la vérité commence. » Après une seconde inspiration, il poursuivit « Ce sont des voix oubliées. Ce que vous voyez là
est une expression de la détresse des travailleurs qui opèrent en ces lieux. Elle a été inscrite ici de leurs propres mains. Ragnarok eut littéralement la sensation que son esprit entrait en ébullition. « Les Orgas peuvent ressentir » s'interloqua-t-il. « S'ils ressentent, c'est qu'ils sont dotés d'une conscience. Et s'ils ont conscience d'être, cela fait d'eux des individus. Des individus faits de chair et de sang, anatomiquement organisés à l'image de l'humanité. » L'évidence du raisonnement ne pouvait plus échapper à la propre conscience de Ragnarok. Toutes les conclusions dévalèrent en avalanche dans sa tête. Le grand remplacement de la main-d'œuvre sous-humanitaire par les machines organiques n'a jamais eu lieu. Les Orgas ne sont rien d'autre que le résultat des générations successives de ceux qui, jadis, furent décrétés sous-humains. La construction même de cette classification génétique avoue intrinsèquement l'appartenance à la même espèce, unique, humaine. Le concept de race, savamment diffusé tout au long de l'histoire de l'Empire, n'est qu'un masque placé sur la perception de la population pour valider l'idée de la supériorité aryenne. Ragnarok sentit alors les fondements même de tout son corps s'ébranler. Le choc de cette compréhension équivalait pour son cerveau à un impact sismique d'une ampleur tectonique. L'onde de choc de la secousse cérébrale se propageait à présent à travers tous ses organes. Son cœur s'emballa. Les résidus de bol alimentaire que contenait encore son estomac s'émulsionnèrent. Ses intestins abandonnèrent instantanément, sans aucun préavis, leur fonction digestive pour saturer son sphincter au-delà de la pression que ce dernier pouvait admettre. Inexorablement, à leur tour, ses jambes ne suffirent plus à porter les débris d'individus que Ragnarok était devenu. Jusqu'au plus profond de son être, jusqu'au niveau des cellules qui le composent, l'énergie dégagée par cette déflagration avait largement dépassé leur capacité autorégulatrice. Évanoui dans sa combinaison, Ragnarok Hitler 27e s'effondra.